France Info. Vous êtes notre invitée aujourd'hui, membre de l'association e-France et directrice de l'Observatoire des violences numériques faites aux mineurs. Pour revenir d'abord sur les motifs de harcèlement, parce que c'est ce que dit aussi votre étude, ils sont nombreux. La jalousie, les différences physiques, les différences d'apparence, de vêtements, c'est assez révélateur au final de certaines discriminations toujours. Ah oui, tout à fait. Et c'est extrêmement genré parce qu'on s'aperçoit que pour les garçons, c'est surtout des attaques sur leur virilité, alors que pour les jeunes filles, ça reste encore le physique, le look. Donc c'est vraiment ce qui ressort de cette étude. Une étude particulièrement préoccupante aussi parce qu'elle nous apprend, et ça peut-être qu'on est un peu étonné, que le harcèlement et le cyberharcèlement en 2025, c'est toujours quand même à ces âges-là, de 6 à 18 ans, dans l'enceinte scolaire principalement, vous dites à 71%. Alors oui, c'est dans l'enceinte scolaire principalement. Pourquoi ? Parce que c'est la majorité de l'occupation du temps de ces enfants de 6 à 18 ans. Mais on peut s'apercevoir aussi que c'est dans d'autres sphères. Que l'école, on va y revenir. Le périscolaire, le club de sport, etc. Donc c'est vraiment tous les moments de sociabilisation. Exactement, finalement. là où se retrouvent les enfants en groupe. C'est vrai qu'à l'école, donc on a revu ce chiffre, 71% des cas de harcèlement. Ça pose la question aussi de la gestion de ces cas de harcèlement par le corps enseignant. Le corps enseignant, on a entendu dans le reportage cette petite fille, Léonie, nous dire finalement, on nous a dit de régler ça entre nous. C'est encore peut-être problématique d'entendre ça en 2025. En tout cas, comment ils peuvent s'emparer, eux, à leur manière, avec leur clé à eux de ce sujet? Alors effectivement, la première chose, je pense qu'il faut rappeler, c'est d'écouter l'enfant, d'accueillir la parole quand un enfant se plaint de quelque chose, même en primaire. Et on le voit, 35% des enfants en primaire sont victimes de harcèlement et de cyberharcèlement. Et bien, ce ne sont pas des brimades, ce ne sont pas des humiliations, c'est le mot, les enfants le connaissent, ils l'ont bien digéré, ils l'ont bien ingéré, ils savent le ressortir, c'est du harcèlement. Et donc le corps enseignant, mais pas que, tout adulte recevant ce type de parole se doit d'agir. Et quand on est démuni, quand on ne sait pas comment faire, il y a un numéro national qui est opéré par l'association e-Enfance, qui est le 3018. Et donc nous, on donne des clés pour pouvoir régler ce type de situation. Alors, en l'occurrence, c'est vrai que la question que doivent se poser de nombreux enseignants, c'est comment on fait quand un élève vient nous voir en nous disant que tel autre élève l'embête concrètement. Comment, sur le moment, parce que le 30-18, c'est après coup éventuellement, mais sur le moment, comment finalement se sentir outillé pour pouvoir gérer cette situation? Est-ce qu'il faut former d'ailleurs les enseignants ou les assistants d'éducation? Mais bien sûr, de toute façon, il y a depuis plusieurs années un programme qui s'appelle le programme phare qui est développé. Et d'ailleurs, tous les ans, il est de plus en plus développé parce qu'il y a de plus en plus de besoins. Vous avez des enfants qui sont ambassadeurs, des adolescents ambassadeurs, mais vous avez aussi des enseignants volontaires qui sont formés au règlement, à la médiation de ce type de comportement. Et donc, il faut prendre à la fois la parole de la victime, mais aussi il faut prendre la parole de l'auteur. Et c'est vraiment ce qu'a développé cette étude cette année par rapport aux années précédentes, c'est que un phénomène doit se prendre sur les deux angles, victime et auteur, pour en comprendre les mécanismes, pour pouvoir les décrypter, les analyser et trouver des solutions efficaces. Et d'autant qu'on entend souvent dire que les harceleurs d'aujourd'hui sont les harcelés d'hier. Est-ce qu'on est toujours dans un cercle vicieux de ce type-là? Mais bien évidemment, en fait, les enfants veulent reprendre la maîtrise de leur vie et quand on est harcelé, la seule façon de pouvoir reprendre le pouvoir en fait sur ce qu'on subit, sur notre souffrance, c'est de devenir soi-même harceleur. Et on le voit notamment dans les phénomènes de groupe. C'est-à-dire que dans les groupes de classe, sur WhatsApp, etc., on a bien cette sensation de « je veux appartenir à cette dynamique-là pour, ne pas être la prochaine victime, et 2, si j'ai été victime, m'en détacher et appartenir au groupe qui est fort ». Attaquer finalement un peu avant d'être attaqué. Vous avez parlé de WhatsApp. C'est vrai que c'est aussi l'apprentissage qu'on fait par votre étude, que le cyberharcèlement, donc ça on le sait, touche aujourd'hui 18%, ce qui est énorme, des 6-18 ans. Un quart des jeunes filles en sont victimes. D'ailleurs, au lycée, ce chiffre, il est incroyable. Et WhatsApp est donc devenu le théâtre pour vous de ces violences, souvent dans des groupes de classe. Alors pourquoi? Parce que c'est à la vue des autres, justement. C'est de nouveau un phénomène de sociabilisation. On est tous dans le même groupe et c'est là qu'il faut montrer un peu les muscles. Oui, alors il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que les enfants sont hyper connectés à l'heure actuelle, dès le plus jeune âge. Donc ça a vraiment été démontré aussi par cette étude et que
Il n'y a pas de harcèlement d'un côté et de cyberharcèlement de l'autre. C'est vraiment le même phénomène. Il y a un continuum des violences, c'est-à-dire que ce qui se passe entre les murs, si j'ose dire, eh ben, se continue en ligne et va se continuer notamment là où sont principalement les enfants à l'heure actuelle, c'est-à-dire les réseaux sociaux, mais surtout quand ça commence au niveau scolaire, dans les groupes de classe. Or, ces groupes de classe, très souvent, sont sur ces applications mobiles chiffrées, donc on ne peut pas vérifier les contenus, et en plus, hors de tout contrôle d'adultes, puisque dans ces groupes de classe, ce sont les élèves qui sont entre eux. Et on est déjà étonné que les élèves aient accès à certains âges, puisqu'on sait qu'avant 13 ans, normalement, on n'a pas d'accès aux réseaux sociaux. En l'occurrence, vous nous dites 65% des enfants en primaire se rendent sur les réseaux sociaux malgré cette interdiction. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, au niveau des plateformes, encore une fois, de vérification de l'âge de leurs utilisateurs. Et c'est un regroupement de personnes qui vont pouvoir, grâce à la fonctionnalité des réseaux sociaux, leurs algorithmes, etc., être exposées à des propos, à du langage, à une façon d'être en ligne qui vont aussi les inciter à adopter ces codes pour faire comme les autres. Et on sait à quel point les réseaux sociaux peuvent être nocifs, surtout sur les plus jeunes et très influençables ou à l'adolescence, avec la bulle algorithmique qui se met en place, qui fait qu'après, une fois on tape certains mots, eh bien on a toujours Tout à fait. Il y a la captologie, il y a les hashtags de recommandations, et puis l'algorithme est fait justement pour happer, et notamment les plus vulnérables que sont les enfants. Et il y a des familles qui ont donc porté plainte d'ailleurs contre TikTok notamment, mais pas seulement, après le suicide de leur enfant ou des tentatives de suicide de leur enfant. Je rappelle qu'un quart des jeunes harcelés, ça aussi c'est dans votre étude, ont déjà pensé au suicide ou à se faire du mal à eux-mêmes, et ce chiffre il monte à 39% chez les jeunes filles. Pourquoi c'est genré? Oui. Alors, c'est aussi un axe qu'on voulait développer au cours de cette année dans l'étude. C'est l'impact sur la santé mentale des jeunes. En fait, ce harcèlement, ce cyberharcèlement a un coût psychique, c'est une évidence. Et de nombreux enfants développent des souffrances extrêmes et qui vont jusqu'à des tentatives de suicide et parfois des suicides malheureusement. Et donc au 30-18, nous, on le voit constamment, cette évolution. On a en 10 ans une évolution des appels pour des enfants qui étaient sur le point d'attenter à leur vie. Toutes les semaines, on a à peu près 3 à 4 appels de ce genre qu'on doit gérer en direct avec les pompiers. Et donc c'est vraiment quelque chose de très symptomatique et qui devient systémique. Il faut vraiment en prendre conscience. Et donc pourquoi davantage les jeunes filles? On vient de revoir ces chiffres, 25% en général, 39% chez les jeunes filles. Elles sont davantage sensibles aux moqueries? Alors je pense que c'est une dynamique qui est très particulière. Il y a une représentation, les jeunes filles s'affichent beaucoup en ligne, parfois avec des contenus un petit peu sexualisants. C'est prendre le risque d'eux. Exactement, et c'est cette dynamique-là aussi qu'on essaye de casser, et c'est pour ça que je vous disais en propos liminaire que c'est extrêmement genré au niveau des discriminations, des mécanismes de harcèlement. C'est toujours sur le look, le physique, etc. Et quand on s'expose, on est encore plus à risque d'être la proie des harceleurs. D'où l'importance aussi de la communication, et en premier lieu avec les parents, notamment parler à ses parents le soir. N'hésitez pas à poser des questions à vos enfants aussi sur leur fréquentation, sur leur manière d'être intégrés ou non dans une classe, dans un groupe de personnes. Allez-y. Et surtout, ce qu'ils font en ligne. En fait, on leur pose souvent la question de savoir comment s'est passée la journée à l'école, qu'est-ce que tu as fait au club de sport. Oui, c'est vrai qu'il faut systématiser. On ne pose pas la question de comment s'est passée ta journée en ligne. Est-ce que tu as été confronté à des images choquantes? Est-ce qu'il y a eu un commentaire désobligeant à ton égard sur ton réseau social, etc. Ça, il faut impérativement le faire à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, et ce sera le dernier chiffre qu'on commentera ensemble, mais 72% selon votre étude des parents trouveraient utile d'inclure un accompagnement psychologique dans l'enceinte de l'école. C'est dire aussi à quel point les parents finalement sont demandeurs d'être accompagnés sur ces questions-là qu'ils ne maîtrisent peut-être pas forcément. Alors ils ne les maîtrisent absolument pas. Les parents sont dépassés par la technologie et en fait ils ont du mal à se dire qu'ils ne sont pas en mesure d'aider leur enfant sur quelque chose pour lequel ils sont confrontés en permanence. Et donc oui, une aide psychologique, mais surtout
Encore une fois, le 3018 est le numéro national qui gère ça et donc les parents ne doivent pas hésiter à nous appeler, même pour des conseils sur l'utilisation de l'outil numérique par leur enfant. Et en proportion, vous avez plus de parents ou d'enfants qui vous appellent au 3018 ? Alors, on a les deux et ce qu'on constate surtout, c'est qu'on a des enfants de plus en plus jeunes. On a des enfants à partir de 6-7 ans qui nous appellent pour nous dire « j'ai un problème sur l'utilisation de mon outil numérique, j'ai un problème de harcèlement, je subis des choses, etc. » Effectivement, donc là, c'est dire à quel point, effectivement, dès le plus jeune âge, il faut les sensibiliser à cette question. J'imagine que vous adaptez votre vocabulaire et la manière de parler aux enfants en fonction de leur âge. Oui, les écoutants du 3018 sont formés à ça et franchement, il faut que ça devienne un réflexe. J'ai un problème en ligne, j'ai un problème de harcèlement, je fais le 3018. Donc les enfants, si vous regardez France Info, surtout le 3018, n'hésitez pas. Les parents également pour demander des conseils et d'être accompagnés sur ces questions de harcèlement. Évidemment, et les professionnels de l'éducation nationale. Merci infiniment, Véronique Béchu, d'être venue avec nous sur France Info pour parler de cette étude donc de l'association e-Enfance. Et n'hésitez pas, donc le 3018, c'est le numéro en cas de situation de harcèlement ou de cyberharcèlement à l'école ou dans un groupe, en général dans un groupe social.